Dans cette séquence, nous allons voir les techniques électrophorétiques. Donc, l'électrophorèse, c'est une technique de séparation des molécules chargées électriquement. Elle trouve son application en biochimie, biologie moléculaire, microbiologie, de plus en plus dans le domaine de la physiologie, dans le domaine médical et bien dans d'autres domaines. En ce qui concerne son principe, c'est une technique qui permet la migration de molécules chargées dissoutes ou en suspension dans un solvant. Ce solvant, c'est souvent un tampon. Et cette migration se fait sous l'influence de ce champ électrique. Donc, cette mobilité électrophorétique va dépendre de la charge et de la géométrie de la molécule. Donc, si on considère une particule chargée électriquement avec une charge Q, et si on la place dans un champ électrique, elle va être soumise à une force qui est égale à sa charge fois le champ électrique. Donc, ces molécules chargées vont donc se séparer selon leurs propriétés ou leurs caractéristiques propres. La vitesse de migration va dépendre, bien sûr, des propriétés de ces molécules chargées et va dépendre aussi des conditions électrophorétiques. Donc, c'est une technique qui va permettre la séparation des constituants d'un mélange qui sont chargés. La migration dépend donc de la charge. En biochimie, les molécules qui peuvent être chargées sont des protéines, souvent des acides aminés ou des acides nucléiques. Donc, la migration, en ce qui concerne les protéines, elle va dépendre de la charge nette de la protéine, de sa taille et bien sûr du support utilisé, qui peut être tout simplement du papier ou un gel plus ou moins réticulé, comme ce qu'on a vu pour la séparation des protéines par chromatographie sur gel filtration. Dans le cas de la focalisation isoélectrique, qu'on a vu pour l'électrophorèse bidimensionnelle, la migration ici ne se fait que sur base du point isoélectrique. L'électrophorèse sur un gel de polyacrylamide en présence d'un détergent, sodium dodécylsulfate, donc SDSBH. La migration ici va dépendre de la taille des sous-unités ou encore du poids moléculaire de la protéine, bien sûr dénaturée. Elle va dépendre aussi du gel utilisé, c'est-à-dire de sa réticulation. On va voir quels sont les groupements qui vont donner des charges dans le cas des macromolécules biologiques et surtout biochimiques. Dans le cas des acides nucléiques, c'est souvent les groupements phosphates qui vont donner cette charge négative aux acides nucléiques. Dans le cas des protéines, on va voir différents types de groupements ionisables. On l'a vu aussi dans le cas des résines échangeuses d'ions pour la séparation des protéines sur des résines échangeuses d'ions. Donc, ces groupements peuvent acquérir soit des charges négatives, c'est souvent le cas des acides. L'acide carboxylique, bien sûr, sur l'extrémité C-terminale du polypeptide, ou encore de l'acide aspartique et de l'acide glutamique, bien sûr, qui ont dans leur radical le groupement acide carboxylique. Ça peut être aussi dû au groupement thiol
ou encore aux fonctions hydroxyle de la sérine et de la thréonine, ou encore les groupements phénol de la tyrosine. Par contre, pour les groupements ionisables, donc qui peuvent acquérir une charge positive, c'est dû bien sûr au groupement amine. C'est le groupement guanido, par exemple, de l'arginine, ce groupement-là. Ça peut être donc, le groupement imidazole de l'histidine, ou encore tout simplement les fonctions amines de la lysine ou des fonctions amines du N-terminal de la chaîne polypeptidique. Donc, les protéines peuvent être chargées, avoir une charge nette négative ou une charge nette positive en fonction, bien sûr, ce qu'on a déjà vu en chromatographie sur résine échangeuse d'ions, en fonction de leur point isoélectrique par rapport au pH tampon, c'est-à-dire la différence entre ce point isoélectrique et le pH du tampon. Et la charge nette en général de la protéine, c'est-à-dire en fonction du pH par rapport au pHI, cette charge nette va dépendre bien sûr de sa composition en acide aminé. Donc, les molécules vont se séparer sur un support dont chaque extrémité, bien sûr, il est en contact avec une solution tampon. Donc, si on regarde un petit peu, ça c'est le montage pour l'électrophorèse sur papier. Donc, là, c'est le compartiment, donc la fibre d'électrophorèse a deux compartiments. Les deux compartiments sont complètement isolés et le seul lien entre ces compartiments, c'est le papier qu'on va déposer sur un chevalet. Donc, la bande de papier. Bien sûr, on va appliquer un courant électrique entre les deux électrodes, entre l'anode et la cathode, à l'aide d'un générateur de courant. Et pour avoir, bien sûr, donc, des acides aminés, généralement qu'on sépare par électrophorèse sur papier, on va faire le dépôt sur le papier, généralement au milieu, et on va imbiber d'abord ce papier pour avoir des charges électriques, pour que les acides aminés soient chargés. On l'imbibe dans le tampon. Et puis, on va créer ce champ électrique. Donc, les particules qui vont être chargées positivement, c'est-à-dire ce sont des cations, ils vont être attirés vers la cathode qui est chargée négativement. Les particules qui seront chargées négativement, donc ce sont des anions, ils vont être attirés par l'anode qui va être chargée positivement. Donc, les molécules ici vont se séparer, bien sûr, selon leur charge et selon les conditions électrophorétiques. Donc, on parle d'électrophorèse de zone tout simplement parce que à la fin de l'électrophorèse, on va obtenir des bandes distinctes, des bandes séparées qui correspondent bien sûr à ces molécules chargées. Donc, l'électrophorèse peut être réalisée sur un support qui est tout simplement du papier. Elle peut être réalisée sur un papier acétylé, c'est l'acétate de cellulose, ou encore sur des gels
des gels de polysaccharides ou des gels synthétiques. Dans le cas des gels, on peut utiliser un gel d'agarose, essentiellement pour les acides nucléiques, un gel de polyacrylamide. On parle d'électrophorèse sur gel de polyacrylamide ou sur gel d'agarose. On peut avoir l'électrophorèse bidimensionnelle, c'est-à-dire associer deux électrophorèses simultanément, donc l'une après l'autre. Et la dernière, c'est l'électrophorèse en champ pulsé. Bien sûr, les électrophorèses peuvent être réalisées en conditions naturantes ou dénaturantes, c'est-à-dire en présence d'un détergent pour le cas des gels de polyacrylamide, en présence de SDS, ou en présence d'un agent chaotropique comme l'urée pour les acides nucléiques. Donc, on va voir d'abord l'électrophorèse sur papier. L'électrophorèse sur papier, donc là, on va tout simplement sur un papier Wattmann, par exemple, placer des spots d'un mélange ou des acides aminés purs. On les laisse sécher et puis on va les placer dans la cuve d'électrophorèse. Donc là, vous voyez les deux compartiments de la cuve d'électrophorèse. Avant de, donc on place le chevalet et puis on va imbiber ce papier d'électrophorèse. On note le signe positif et négatif, tout simplement pour se repérer après l'analyse. Une fois que le papier est imbibé, on va le placer et on va fermer, on va appliquer, donc ici on a un générateur de courant et on va appliquer donc une différence de potentiel et on va avoir un champ électrique. Donc là, on a les deux électrodes. Le lien entre les deux électrodes, c'est le papier imbibé. Donc, dès qu'on démarre l'analyse, donc les particules chargées, bien sûr, positivement, donc, vont migrer vers le pôle inverse. Donc là, les électrodes sont reliées par un générateur de courant. Et comme on utilise un tampon, ça veut dire c'est ce tampon-là, le pH de ce tampon, qui va déterminer la charge nette de l'ion. Donc, en général, ce sont des acides aminés qu'on sépare, donc ça va déterminer la charge nette des acides aminés. Donc, si une particule a la charge nette positive, c'est un cation, donc ça c'est pour retenir, elle va migrer vers la cathode. La cathode, bien sûr, elle est chargée négativement. Si une particule a la charge négative, c'est l'inverse, donc c'est un anion, elle va migrer vers l'anode. Donc, si je prends un exemple, un mélange d'acides aminés, je prends les trois cas, un mélange qui contient par exemple l'alanine, l'arginine et l'acide aspartique. Et si mon pH du tampon est de 6, donc l'alanine en général, donc elle a un point isolé, un pHI aux alentours de 6. Donc si je la dépose et j'applique un champ, en principe l'alanine ne va pas bouger puisqu'elle a une charge nette nulle. Le pH égale à son pHI, donc elle va rester sur la ligne de dépôt. Par contre, l'arginine, son pHI est de 10,75, donc elle va se trouver à un pH inférieur à son pHI. Elle va être chargée, donc ici, positivement.
donc elle va migrer vers la cathode. À l'inverse, l'acide aspartique, on se trouve à un pH largement supérieur à son pH, c'est ce qu'on a vu aussi pour l'ionisation des acides. Et s'il est chargé négativement, il va migrer vers l'anode. Alors, il va migrer beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce qu'il a il est chargé, donc il a la charge de la fonction carboxylique de l'acide aminé, mais aussi dans son radical, donc il a la fonction carboxylique. Donc, il va migrer beaucoup plus que les autres acides aminés, même s'ils sont chargés donc négativement. Même chose pour l'arginine. L'arginine, donc, elle a en plus son groupement guanidaux. Donc, elle va migrer beaucoup plus loin par rapport à d'autres acides aminés qui seront chargés positivement. Dans le cas de l'électrophorèse sur acétate de cellulose, donc là, c'est un papier tout simplement acétylé. On sépare en général les protéines sériques sur ce type de papier. Donc, la migration des molécules ici varie principalement en fonction de la charge globale, comme ce qu'on a vu pour les acides aminés. Et pour les protéines, on les réalise dans les conditions non dénaturantes. C'est-à-dire, on n'utilise pas un détergent ni un autre agent. La séparation ici des protéines se fait surtout dans les milieux complexes, comme le plasma ou le jaune d'œuf. Et c'est une technique qui est encore utilisée pour la séparation des protéines sériques. Donc là, les différentes étapes, bien sûr, donc on doit imprégner un peu la bande d'électrophorèse dans un électrolyte convenable, c'est-à-dire dans un tampon qui permet l'ionisation de ces protéines. Et on va déposer donc une goutte contenant cette espèce. Après l'application, bien sûr, du champ électrique, les molécules vont se déplacer. Alors, dans le cas de l'électrophorèse sur acétate de cellulose, en général, on s'arrange à ce que toutes les protéines soient chargées négativement. Ils vont migrer vers un sens. Donc, une fois que la migration est réalisée, bien sûr, il faut visualiser un petit peu les bandes séparées, les bandes de protéines séparées. Et là, on doit colorer le gel pour pouvoir voir les tâches qui correspondent à ces protéines. Une fois que c'est fait, on peut faire l'analyse quantitative aussi de ces protéines, tout simplement en mesurant la densité optique des bandes séparées. Et bien sûr, l'intensité de coloration va être proportionnelle à la concentration de ces protéines. Donc là, on va voir l'exemple de la séparation des protéines sur ce papier acétate de cellulose. Donc là, le support, bien sûr, c'est tout simplement le papier acétylé. Le tampon qu'on choisit, c'est un tampon pH 8,6, tout simplement pour être sûr que toutes les protéines sériques sont chargées négativement. Donc, puisqu'ils sont chargés négativement, donc on va faire le dépôt du côté de la cathode et la migration. Donc, puisqu'ils sont tous chargés négativement, ils vont migrer dans un sens vers l'anode. Donc, une fois que, donc là, on fait le dépôt vers la cathode et puis la migration va se faire vers l'anode. Donc, après, bien sûr, après la séparation, après l'électrophorèse, donc la migration dure à peu près 15 minutes. Après cette migration, on va retirer le papier acétylé, on va le colorer donc avec le rouge de ponceau. Et on va tout simplement lire la densité optique. Et comme vous le voyez, donc là, on voit bien que
les protéines majeures au niveau des protéines sériques, ce sont les albulines. Et puis, on a toutes les autres globulines bien séparées. Deuxième type d'électrophorèse, donc sur des gels. Donc, on commence par l'électrophorèse sur gel d'agarose. Elle permet surtout la séparation des acides nucléiques. Donc, c'est une cuve d'électrophorèse horizontale. Donc, là aussi, on va avoir une migration. Donc, en général, les acides nucléiques sont chargés, c'est les groupes monophosphate, comme on a dit tout à l'heure. Donc, ils sont chargés négativement. Donc, ils vont tous migrer vers l'anode. Donc, pour là, comme on a un gel, donc un gel, il va être plus ou moins réticulé, c'est-à-dire en fonction de la porosité un petit peu de ce gel, les molécules vont être retardées les unes par rapport aux autres. Donc, on peut utiliser aussi le gel de polyacrylamide, on le verra juste après. Donc, le gel, là, il est utilisé pour l'ADN et en fonction de la taille et de la charge électrique, on va pouvoir séparer ces acides nucléiques. Alors, en général, comme on l'a vu dans le cas de la chromatographie sur des colonnes de gel de polysaccharides, donc là, la proportion du polysaccharide va donner bien sûr une porosité différente et on va avoir un gel plus ou moins réticulé qui va retarder plus ou moins donc les particules chargées, surtout ici, ce sont des acides nucléiques. Donc là, la préparation, c'est de la même façon que pour l'électrophorèse sur gel. Donc, on prépare d'abord le gel d'électrophorèse. Donc, on va le couler entre deux plaques. Et on va faire le dépôt donc, sur les puits de dépôt d'échantillons. Donc, on peut déposer plusieurs échantillons. Une fois que c'est fait, bien sûr, le tampon il est placé dans les deux compartiments. On va appliquer donc un courant électrique, donc un courant continu. Et on va voir donc un champ électrique entre, donc là on a les deux électrodes et les particules chargées, donc ce sont des acides nucléiques, vont migrer vers l'anode. Migrer plus ou moins rapidement selon leur taille. Donc on voit ici donc selon les proportions du polysaccharide, donc selon cette proportion, donc on va avoir une réticulation plus ou moins importante, c'est-à-dire plus la quantité est importante, plus la proportion du polysaccharide est importante, plus l'émail du réseau donc, il est plus faible, donc on peut séparer des tailles beaucoup plus faibles. Plus la proportion est faible, plus on peut séparer des grosses molécules. Une fois que l'électrophorèse est terminée, donc on peut aussi visualiser un petit peu les bandes séparées, les bandes d'acide nucléique séparées. Et là, on utilise un intercalant, donc le bromure d'éthidium souvent. Et quand on place une lampe UV, donc on va voir une donc fluorescence qui est due à ce bromure d'éthidium qui va s'intercaler entre les paires de bandes. Donc là, on peut déterminer la taille de ces acides nucléiques.
tout simplement, dans l'un des puits, on va placer ce qu'on appelle les marqueurs protéiques, comme ce qu'on avait vu pour les autres types de séparation. Donc, on place les marqueurs protéiques et on sait que la distance de migration va dépendre de la taille de ces acides nucléiques. Donc, plus l'acide nucléique a une taille plus faible, plus il va migrer rapidement. Donc, la distance, ça c'est la ligne de dépôt. Donc, la distance de migration va être plus importante pour les tailles les plus faibles. À l'inverse, donc, plus la distance de migration est faible, plus la taille est élevée. Donc, on peut faire un étalonnage de ce gel donc, en utilisant des marqueurs d'acide nucléique. En déterminant les distances de migration de ces marqueurs, on peut déduire, par exemple, la taille d'un acide nucléique inconnu. Dans le cas des protéines ou des petits fragments d'acide nucléique, on peut utiliser le gel de polyacrylamide. Donc, ce gel, comme on a vu tout à l'heure, donc il peut être utilisé soit dans des conditions naturantes, c'est-à-dire dans des conditions en absence de dénaturant, en absence de détergent ou en absence d'autres conditions qui dénaturent les protéines. Donc là, on parle de beige, tout simplement, le gel de polyacrylamide. Dans les conditions dénaturantes, en présence du sodium dodécyl sulfate, tout simplement un C12 avec donc sur l'extrémité le SO4 de moins. Donc, ce sodium dodécyl, donc il va par sa longue chaîne hydrocarbonée, ça on a vu au cours, donc par sa longue chaîne hydrocarbonée, il va s'attacher donc aux résidus donc, des acides aminés au niveau de la chaîne latérale. Et il va un petit peu allonger la protéine, il va dénaturer cette protéine. Et ce qui va être visible, on va voir bien sûr la protéine, elle va être allongée, donc ils auront toutes la même forme, mais en même temps, donc la charge qui va être visible, c'est essentiellement la charge négative du sulfate. Et de cette façon-là, donc la séparation va essentiellement dépendre de poids moléculaires de la protéine. En ce qui concerne le gel de polyacrylamide, donc le gel de polyacrylamide, bien sûr, il est formé avec l'acrylamide et bisacrylamide. Et selon cette proportion, donc de la proportion du polyacrylamide, on va avoir bien sûr une réticulation plus ou moins importante en fonction de ce rapport. Donc, pour séparer des molécules de petite taille, des protéines, des peptides ou des fragments d'acide nucléique, on peut jouer sur cette réticulation, c'est-à-dire le taux de ramification de l'acrylamide et du bisacrylamide. Donc, si je regarde un petit peu donc, comment se fait cette préparation, généralement pour tous les gels, on les prépare juste avant leur utilisation. Donc là, on va mélanger l'acrylamide et bisacrylamide. Et on va former ce réseau, bien sûr, en créant des radicaux libres en présence de persulfate d'ammonium.
Bien sûr, on utilise un accélérateur de cette réaction qui est tout simplement le tétraméthylendiamine. Et on forme le réseau d'acrylamide bisacrylamide. Donc, en fonction de la proportion de l'acrylamide par rapport au bisacrylamide, on peut avoir un gel plus réticulé ou moins réticulé, c'est-à-dire la porosité va être différente. Donc, plus la proportion d'acrylamide augmente, plus on va avoir une porosité plus faible, c'est-à-dire le diamètre des pores va être faible. Et là, on peut séparer des protéines de petite taille ou des macromolécules de petite taille. Plus la proportion d'acrylamide est faible, plus les mailles des réseaux vont être plus élevées, on peut séparer des grosses molécules. Donc ici, le gel va se comporter comme ce qu'on a vu pour le gel la chromatographie gel filtration. Ça veut dire c'est tout simplement, il va retarder les molécules. Donc là, par rapport à la cuve d'électrophorèse des acides nucléiques qui était horizontale, ici c'est une cuve verticale pour l'acrylamide. Et là aussi, on s'arrange à ce que les protéines soient chargées donc négativement et on va les déposer du côté de la cathode et la migration va se faire vers l'anode. Là, on peut aussi déposer plusieurs échantillons. Donc, dans chaque puits, on peut déposer un mélange de protéines ou un extrait protéique. Donc, pour le gel de polyacrylamide, donc, comme on l'a dit, il peut se faire en conditions natives ou en conditions dénaturantes. Donc, dénaturantes, en ajoutant par exemple le sodium dodécylsulfate. On peut rajouter aussi le mercaptoéthanol qui va permettre de couper les ponts du sulfure et de dénaturer la structure tertiaire de la protéine. Donc, on peut rajouter l'urée pour les acides nucléiques aussi. Alors, si on rajoute le sodium dodécylsulfate, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le sodium dodécyl, donc c'est une longue chaîne hydrocarbonée, donc C12. Ça veut dire qu'elle va se lier au résidu hydrophobe des acides aminés et elle va un petit peu dérouler, donc il va dérouler la protéine, donc il va la dénaturer, il va la dérouler, mais en même temps, donc, puisqu'il va se fixer sur la partie hydrophobe, ce qui va être visible, c'est tout simplement les charges négatives du sulfate. Les charges donc, de la protéine, c'est-à-dire les charges qui sont dues à sa composition en acides aminés, vont être masquées parce que ce qu'on va voir, c'est essentiellement la charge du SDS, c'est-à-dire sodium dodécylsulfate. Et de ce fait-là, puisque la protéine, elle a perdu sa forme, elles vont devenir pratiquement toutes ils vont avoir ce qu'on appelle la forme bâtonnée. Et en plus, la charge de la protéine va être masquée. Donc, ce qu'on va voir, c'est essentiellement la charge du sulfate. Donc, la protéine ici, elle va migrer, ou toutes les protéines vont migrer uniquement en fonction du poids moléculaire. Puisque la protéine a perdu un petit peu la forme, a perdu sa charge, donc la charge elle est masquée. Donc la séparation dans ce cas-là va se faire uniquement selon le poids moléculaire. Donc si on rajoute le bêta-mercaptoéthanol, ça veut dire que si on a ici plusieurs sous-unités, on va tout simplement couper ce pont du sulfure et on va avoir les différentes sous-unités.
Donc ici, ça ressemble un peu à une chromatographie sur gel filtration, puisque la séparation ne va se baser que sur le poids moléculaire. Et là, on peut aussi étalonner le gel et déterminer le poids moléculaire d'une protéine inconnue. Ici, c'est tout simplement un extrait d'un article donc, où les auteurs avaient séparé donc, la lipase. Donc, si on regarde par rapport à un extrait brut, on voit plusieurs protéines. Donc, après plusieurs étapes de purification, comme ce qu'on a vu au niveau des TD, on va revoir, donc on va voir peut-être uniquement l'enzyme purifiée. Alors, pour déterminer le poids moléculaire de l'enzyme, on peut placer dans un des puits, donc on place les marqueurs protéiques. Et la distance de migration, donc cette distance-là, par exemple, pour ce marqueur protéique, on peut déterminer le poids moléculaire de l'inconnu en étalonnant, bien sûr, le gel avec plusieurs marqueurs protéiques. Donc ici, on mesure la distance de migration de chaque protéine, marqueur, c'est-à-dire avec pur, avec son poids moléculaire connu. Et on va tracer, bien sûr, l'étalonnage et on peut déterminer le poids moléculaire de la protéine inconnue. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu pour la chromatographie gel filtration d'exclusion. La seule chose ici, c'est le logarithme du poids moléculaire en fonction de la distance de migration, alors que pour la chromatographie, c'est en fonction du temps de rétention du volume d'élution. Donc, pour déterminer le poids moléculaire d'une protéine inconnue, on peut facilement le faire par l'étalonnage de ce gel et en déterminant la distance de migration de la protéine inconnue. Donc, si on prend le cas, par exemple, ici, des 6 protéines marqueurs connues, on peut tracer le logarithme du poids moléculaire en fonction de leur distance de migration. Donc là, on trace pratiquement donc l'étalonnage de ce gel de polyacrylamide dans les conditions dénaturantes. Donc pour chaque protéine, donc on a sa distance de migration, son poids moléculaire et on peut tracer cette droite d'étalonnage. Donc ça veut dire pour la protéine inconnue, on mesure à nouveau la distance de migration et on va déterminer, donc on peut déduire le logarithme du poids moléculaire et par là le poids moléculaire de cette protéine. Donc l'étape suivante, c'est-à-dire le type d'électrophorèse suivant, c'est ce qu'on appelle l'électrofocalisation ou l'isoélectrofocalisation. Donc, c'est une électrophorèse où on va séparer les protéines uniquement selon, bien sûr, leur charge, selon leur point isoélectrique. Donc, c'est la séparation en fonction de la charge. Donc, une protéine non dénaturée ici, donc elle va avoir une charge globale qui va varier en fonction du pH. Donc, la séparation ici, on ne va pas utiliser un tampon, mais on va plutôt utiliser un gradient de tampon, un gradient de pH. Donc, les protéines vont migrer en fonction de leur charge, mais puisqu'on utilise un gradient, dès que la protéine atteint son point isoélectrique, elle va se focaliser, c'est-à-dire elle ne va plus bouger. Donc,
si on utilise un gradient de pH, donc supposons qu'on fasse le dépôt à pH 6, toutes les protéines donc, qui ont un point isoélectrique supérieur à 6, c'est-à-dire le cas de cette protéine par exemple, elle se trouve à un pH inférieur à son point isoélectrique, donc elle sera chargée positivement, donc elle va migrer vers la cathode. Elle va migrer vers la cathode jusqu'au moment où, sur la bande ici, donc elle va, puisqu'on a un gradient de pH, donc elle va atteindre son pH. Ça veut dire ici, puisqu'elle se focalise, ça veut dire que son point isoélectrique, c'est 7. Là, on peut avoir une seule protéine qu'on peut avoir un mélange. Ça veut dire que toutes les protéines qui se focalisent ici, ce sont des protéines qui ont un point isoélectrique aux alentours de ça. Même chose pour les protéines dont le point isoélectrique est inférieur à 6. S'ils ont un point isoélectrique inférieur à 6, ça veut dire qu'ils vont être chargés, bien sûr, négativement. Donc, ils vont migrer vers, ce sont des anions, ils vont migrer vers l'anode. Donc là, c'est l'électrofocalisation. Donc, cette électrofocalisation, on l'utilise essentiellement pour l'électrophorèse bidimensionnelle, c'est-à-dire on va faire d'abord la séparation des protéines selon leur point isoélectrique. Ça, c'est la première dimension pour l'électrophorèse bidimensionnelle. Et puis, on va, donc le résultat de cette électrophorèse avec un gradient, on va utiliser un gel SDSPH où la séparation ne va se faire que sur base du poids moléculaire. Donc, on va associer les deux paramètres, c'est-à-dire dans la première dimension, la séparation va se faire uniquement sur base du point isoélectrique et la deuxième dimension va se faire selon le poids moléculaire. Donc ici, généralement, donc ces deux électrophorèses, bien sûr, ils vont être l'une perpendiculaire par rapport à l'autre. C'est-à-dire, on obtient la première séparation et c'est cette partie de gel qui va être mise pour la deuxième séparation. Donc là, c'est une technique très résolutive. Elle permet de séparer même plusieurs centaines de protéines et on peut aller même avec des gels plus intéressants. Donc, on peut séparer énormément de protéines. Donc, l'utilisation de cette technique, elle est vraiment très utilisée dans le cas de, par exemple, en biochimie, pour déterminer l'impact par exemple, au niveau de la biochimie ou de la physiologie, de déterminer comment fonctionne, par exemple, un antibiotique, comment fonctionne une drogue, etc. Alors, l'application, elle est très diversifiée, donc elle peut aller juste en identifiant quelles sont les protéines qui se trouvent dans un mélange, dans un extrait protéique qui est beaucoup plus complexe. Et ça peut aller même vers des applications plus intéressantes, c'est-à-dire quelles sont les protéines qui vont être surexprimées ou sous-exprimées en présence, par exemple, d'un stress, d'une hormone, ou même en modifiant, par exemple, les habitudes alimentaires, par exemple, ou donc là, ça permet d'avoir une idée sur quelles sont ces protéines-là. Donc, ça peut aller de la variabilité génétique même vers des mécanismes un petit peu de fonctionnement, mécanismes d'action de certaines substances. Le seul problème, c'est que dans un gel d'électrophorèse de ce type-là, donc on a un grand nombre de spots, c'est-à-dire de petites taches de
ces protéines, plusieurs gels à comparer. Donc là, souvent, on doit faire appel à de l'imagerie, donc pour analyser un petit peu des logiciels d'analyse des gels, de la biostatistique pour pouvoir interpréter un petit peu les gels obtenus. Donc, et selon ces variations à la fois qualitatives et quantitatives, on arrive à déterminer l'impact d'un traitement, par exemple, sur la biosynthèse de protéines ou d'autres paramètres. Alors, quelles sont les différentes étapes? Bien sûr, la première des étapes, c'est l'extraction des protéines totales, puis la préparation des plaques pour l'électrophorèse résolutive, d'abord pour l'électrofocalisation, puis on réalise la première dimension, généralement c'est 24 heures après, on réalise la deuxième dimension, selon le poids moléculaire. Une fois que c'est fait, bien sûr, c'est la coloration et le scan des gels, et puis par la suite, l'analyse de ces gels. Donc, pour voir un petit peu pour la première dimension, c'est-à-dire on va réaliser ici une séparation uniquement selon le point isoélectrique. Donc, en général, une protéine va avoir une charge nette, négative ou positive, selon la différence entre le point isoélectrique et son pH. Et le pH du tampon, c'est-à-dire du tampon de cette électrophorèse. Puisqu'on va réaliser un gradient continu de pH, donc là on peut utiliser des ampholites, on crée un champ électrique. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser bien sûr des ampholites, c'est-à-dire des acides et des bases. Alors, si on applique un gradient, donc là, on va déposer en principe donc au milieu à peu près à 6. C'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, si je dépose mon mélange, là, comme j'ai un gradient, j'applique un champ électrique entre les deux bornes, bien sûr. Là, j'ai un générateur de courant. Ça veut dire que la protéine ou les protéines qui ont un point isoélectrique 7, toutes ces protéines vertes, vont migrer. pH, il est de 6 et le point isoélectrique de 7. Donc, ma protéine, elle va être, ou un mélange de protéines, ils vont être chargés positivement, c'est des cations, ils vont migrer vers la cathode. Mais dès qu'ils atteignent leur point isoélectrique, ils vont se focaliser. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Même chose ici, la protéine rouge ou le mélange de protéines qui ont des points isoélectriques proches vont se focaliser à 4 parce que leur point isoélectrique est à 4. Là, point isoélectrique inférieur au pH du tampon, donc de dépôt, il était pH 6, donc ils vont migrer vers l'anode, mais dès qu'ils atteignent leur pHI, ils vont se focaliser, ils ne vont plus bouger puisque le pH va être égal au pHI et la charge nette de la protéine ou des protéines vont être nulle. La deuxième dimension, ça veut dire ce résultat, ce qu'on obtient, donc on va le laisser de côté et on va réaliser une électrophorèse, bien sûr, sur un gel de polyacrylamide. Donc, la première, on va réaliser de façon, on va déposer de façon perpendiculaire. Donc, le résultat de l'électrofocalisation, ce gel-là va être placé sur le gel de polyacrylamide. C'est ça mon dépôt. Le dépôt, c'est le gel, le résultat de la première dimension. Et comme cette électrophorèse, donc la séparation va se faire uniquement sur base du poids moléculaire, ça veut dire la protéine noire, par exemple ici, je peux avoir plusieurs protéines.
Donc, plusieurs protéines qui avaient un point isoélectrique identique. Donc, ils se sont focalisés ici. Mais puisque maintenant, je vais les séparer selon le poids moléculaire, donc je vais avoir autant de bonds que de protéines. Même chose pour la protéine verte. Donc là, on peut avoir plusieurs protéines. Et en fait, au lieu de 4 bonds, on a l'impression d'avoir 4 protéines. En fait, c'est plusieurs protéines qui sont séparées. Donc, une fois que le gel est terminé, bien sûr, là, on réalise la coloration. Et en général, en fonction de la concentration de ces protéines, on peut choisir, soit on utilise le bleu de Koumassi, le nitrate d'argent, ou on utilise des chromophores, donc des fluorophores. Donc, et on va se baser sur la fluorescence pour la détermination de l'intensité de la couleur, c'est-à-dire en fonction de la concentration de ces protéines. Donc, c'est une technique ici de séparation, on voit que c'est qualitative, ça veut dire on peut séparer les protéines selon leur point isoélectrique et selon leur point moléculaire, mais aussi, elle permet aussi de faire du quantitatif, ça veut dire on peut déterminer la quantité de protéines réalisées. Et là, on va juste un exemple de gel d'électrophorèse bidimensionnel. Donc là, on a séparé dans ce sens-là selon le point isoélectrique et dans ce sens-là selon le poids moléculaire. Donc là, on voit un ensemble de tâches et chaque tâche va correspondre, bien sûr ici c'est fait par la coloration, c'est par le nitrate d'argent ici. Donc, on peut choisir en fonction de la sensibilité, c'est-à-dire en fonction de la concentration de ces protéines. Et pour déterminer un petit peu les protéines, on peut déterminer leurs coordonnées. Donc, chaque protéine, elle va être caractérisée par ses coordonnées, c'est-à-dire dans ce sens-là et dans ce sens-là. Là, c'est très intéressant pour quand on veut, par exemple, déterminer l'impact d'une substance, par exemple, une drogue ou un antibiotique. On peut réaliser en présence et en absence, déterminer les deux gels, superposer bien sûr les gels et regarder, voir est-ce qu'il y a une protéine qui est apparue, ou sur le plan quantitatif aussi, des protéines qui ont diminué. Donc, ça permet de voir un petit peu la nature des protéines qui sont influencées par l'action de cette substance. Là, c'est juste un petit peu l'exemple utilisé pour l'électrophorèse bidimensionnelle. Bien sûr, pour pouvoir déterminer les quantités de protéines, là souvent, ce sont des techniques qui sont associées aussi aux techniques spectrométriques de masse, c'est-à-dire la spectrométrie de masse Malditov, qui permet de déterminer les protéines, d'analyser les protéines dans un mélange. Donc avec ceci, on termine l'électrophorèse. Les techniques électrophorétiques, bien sûr, on n'a pas vu l'électrophorèse au champ pulsé, mais ce qui est très utilisé, donc on a vu un petit peu l'ensemble des techniques utilisées en électrophorèse.